La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. C'est la deuxième partie de notre émission, la matinale des sports. Bonjour Fernand Kakou. Bonjour Rachel, bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire numéro 11 sur l'info et le sport. Lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous vaincrons. Dieu nous bénisse et merci de nous suivre. Alors, au sommaire, professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Peut-on aujourd'hui considérer les entreprises spécialisées dans la production de matériel sportif comme des PME? Et que préconisez-vous pour que leurs actions profitent aux fédérations sportives en Côte d'Ivoire? C'est votre sujet dans un mix. Mais avant, on parle de lutte contre le coronavirus en Angleterre. Le maire de Liverpool demande une enquête sur le 8e de finale Liverpool Atlético de Madrid en Ligue des Champions pour déterminer le rôle joué par ce match dans la prorogation de la pandémie dans son pays. En Italie, les clubs hockey pour une reprise de la Série A. L'intervalle fin juin, début août a proposé pour finir le championnat. Fernand Kakou, c'est à vous. Merci à vous Rachel Legoué. Madame, messieurs, avant justement de nous retrouver dans cette zone mixte où vous pourrez composer le 20 21 44 48 20 24 27 87 pour participer à ce moment d'échange, il est bon de faire un tour au caisse de Moussa, prendre un café. Là aujourd'hui justement, Lamine Sanogo et ses invités nous invitent à savoir si les joueurs ivoiriens, surtout les professionnels, sont généreux. Allons comprendre un peu plus. Ils sont tombés dans une période où ils étaient dans les maquis, dans les bars. Ils n'ont pas pu pouvoir gérer leur acquis. Tout ce qu'ils ont eu là. Tu n'es pas renseigné. Non, mon frère. Salomon Kalou a une fondation. Je te parle. Salomon Kalou a eu une fondation. Il vient en aide à des familles, à des enfants qui sont malades. Son grand frère a une fondation. Dieu Drogba même vient de Dieu Drogba vient de construire un hôpital. Tu sais, un hôpital dans une ville. Comment les personnes s'appellent? Est-ce que c'est lui seul? C'est lui seul. Non. C'est lui seul. Ils sont dans les deux. Un temps même, non, il est en partenariat. Aruna Kone a donné du permis à tous les enfants d'Anyama et à Bobo. Moi, j'en ai vu plein. Grâce à Aruna Kone, ils ont changé de statut. Ils ont fait. C'était parmi eux. Si je dis que la majorité de ces joueurs-là. Moi, je te cite quelques joueurs, dis que la majorité. Aujourd'hui, l'autre chose, Kader Keita, il est où? Tu sais des vies que Kader a changé? Il a changé. Tu connais des vies que Kader a changé à Gagnoa? Kader vient de Gagnoa, Kader qui va descendre en deuxième division. Il a apporté quoi? On parle pas du club. On parle des biens que les voilà en société. Oui, ces joueurs-là, ils étaient dans un club avant de partir, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu merci. Ces joueurs-là étaient dans un club avant de partir. Non, c'est parce que les autres pas dit. C'est que tu ne pas dit. C'est parce que les journalistes ne suivent pas les traces des anciens joueurs. Est-ce qu'il y a une émission pour les traces des anciens joueurs? Non. Si ce n'est pas dans le journal télévisé qu'on voit sur l'opération cœur blanc de Salomon Kalou, bien son grand frère. Tu ne peux pas savoir. Non, c'est aux journalistes. Moi, je pense que parmi eux, il y en a qui ont fait certaines choses. Voilà, je ne les suis pas de près. Mais les joueurs comme Kone Aruna, comme Gervino, j'apprends que à l'époque, certaines choses. Le Malien Frédéric Kanouté, il semble qu'il a donné un édifice au Mali. Kanouté. Si c'est édifice là, on n'en parle pas parce que Drogba a des édifices. Les Ivoiriens veulent se cacher. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique est dans les merdes. Mais est-ce que les joueurs qui sont quittés ici pour aller en Europe là, est-ce qu'ils ont fait un petit don à l'Afrique? Si on le fait, peut-être que les dirigeants. Quand moi je sais que je suis quitté dans telle équipe, je suis parti, je dois en retour être reconnaissant envers cette équipe. Je connais un joueur qui est dans mon quartier, qui joue maintenant, qui est en Europe. Ne pas citer le club. Quand il vient au quartier là, chaque famille a au moins 5 kilos de riz, c'est déjà quelque chose. Parce que quand il vient, tout le monde vient pour dire qu'il est arrivé, il fait des dons. Moi, je parle en termes de ça, de formation, en termes de un bien. On est en train de parler. Moi, je pense que les joueurs la font. Je pense que les joueurs font. Même, comment dirais-je, même Bonnie Wilfried, il vient en aide aux cancéreux. Bonnie Wilfried, il vient en aide aux cancéreux. On a Didier Doué qui a fait sa fondation à Tekoubé. On a Salomon Kalou aussi qui a fait sa fondation. Le nouveau latéral droit de Côte d'Ivoire, il a fait des dons à la proponente de Yopougon quoi. On a Eboué Kwasi qui vient d'Abobo. Quand il vient, il fait des dons dans le quartier. Aruna Kone, on n'en parle pas. Il vient en aide aux enfants démunis d'Abobo. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Il y a certains parmi eux qui le font. Mais il y a d'autres, ils ne le font même pas. Ils ne savent pas qu'ils sont quittés dans ta club, ils sont partis. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas toute la génération globale qui le fait. Une fois, il me promenait. Tout dernièrement, même. Je suis tombé sur le don de Kopa Bari.
Mais c'est là vu que mon vieux Kopa, mais on l'insultait dans le but, mais il est très généreux. Je suis tombé sur les dons de Kopa Barry. Aaron, on connaît, nous, tout le monde sait. Kader, on sait. Mais il n'avait jamais vu les dons de Kopa. Mais Kopa avait des larmes aux yeux. Malgré parmi les enfants. Même, regarde l'autre, le Burkinabé qui a William Civil. Bansé. Chaque 2 semaines, chaque fois qu'il a le temps, il vient à William Civil. On va l'inciter à William Civil là-bas. Hein. Voilà, on dit il fait beaucoup. Je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas. Je dis certains parmi eux le font. Mais ce n'est pas eux tous qui le font. Qui le font plutôt. Ce n'est pas eux tous qui le font. On ne suit pas de près. Yaya est quitté à la SEC. Ne serait-ce que même Yaya, s'il donnait les 1/3 de son salaire à la SEC, je ne pense pas que la SEC puisse. Ils ont fait. La génération, les académiciens ont fait. Il me souvient même les académiciens. Ils ont fait. Il y avait Badian, il y avait Kalou pour l'aventure, et Salomon Kalou plutôt. Il y avait Yaya Touré même. Ils sont revenus faire don aux enfants qui les suivaient. Il y avait les enfants d'Abobo même qui étaient dans la nouvelle génération, mais ils étaient trop contents. On a fait des photos avec eux. Aujourd'hui, le WAC de 8 ans, il est presque un truc. Didier Drogba n'est pas quitté là-bas. Fernand Kouakou. Allez, messieurs, dames, nous avons quitté donc le kiosque de Moussa et nous sommes ailleurs, là où justement l'on parle de ce ballon qui continue de rouler malgré donc les difficultés. L'espoir est permis et nous prenons la direction de l'Espagne. Un tour dans les locaux du Real Madrid pour savoir ce que l'on prépare du côté de la Casablanca pour la saison à venir déjà. Si la piste de la pépite parisienne Kylian Mbappé reste une priorité pour le patron du banc des merengues, force de reconnaître que Zizou fait face à un véritable casse-tête chinois dans le transfert du joueur avec plusieurs rebondissements dans le dossier. En effet, même si le Real envisage mettre en jeu les moyens très importants cet été, en dépit donc de la crise sanitaire qui affecte les finances de tous les clubs européens pour convaincre la direction du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française semble déterminé à conserver Mbappé encore pour une saison. Il ne partira pas, ont-ils donc lâché les dirigeants du club en interne à Paris. Et bien sûr, cette information est parvenue jusqu'aux oreilles de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez, le big boss du Real Madrid. Du coup, Kylian Mbappé, bien que priorité du Real dans les prochains recrutements, semble de plus en plus éloigné de Madrid, vu les nombreux obstacles vertigineux à contourner pour le choper. On reste dans l'écurie du Real. Zinedine Zidane a plus d'un tour dans son sac comme un bon magicien. Si la piste Mbappé paraît difficile, l'entraîneur du Real Madrid a des pièces de rechange. Le club madrilène a ciblé Eduardo Camavinga et Paul Pogba. Et sur ces deux dossiers, le Real entend accélérer les tractations. Mais pour l'heure, rien n'est encore fait. Selon l'équipe et les journaux espagnols AS et Marca, le Real est prêt à débourser 32 milliards de francs CFA pour Camavinga, dont la voie est libre. Reste désormais le cas Paul Pogba à faire à suivre. Le coronavirus continue d'inquiéter plus d'un dans ce monde et surtout les footballeurs sont désormais la cible. En France, le milieu de terrain de Montpellier Junior Sambia hospitalisé. Le joueur présente des symptômes faisant suspecter une possible contamination au Covid-19. Il a été placé hier dans un service de réanimation compte tenu de la dégradation de son état de santé. Contacté, ni le club ni l'entourage du joueur n'ont souhaité réagir davantage. Sans confirmer l'identité du joueur en question, Montpellier a finalement publié un communiqué hier soir suite à des problèmes digestifs et respiratoires. L'un de nos joueurs est hospitalisé à Montpellier depuis 2 jours en milieu spécialisé pour bénéficier de soins appropriés. Voici donc ce qu'indique le communiqué publié par Montpellier. Nous également, ici à la RTI, le travail se poursuit et aussi l'on tient compte de notre santé. L'équipe médicale conduite par le major Abouya est encore en place. Miss Bienvenue vient vers nous pour justement prendre notre température ce matin. On va donc croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. Miss Bamba est de l'autre côté à la porte pour veiller justement à ce que tout le monde respecte les gestes barrières qui permettront donc de
repousser cette maladie loin de nous. On espère que tout va. Bienvenue, on y va. Vous en faites pas, avancez. Allez, ça sonne tic, 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 tic. Et je suis à combien ce matin? 3600. Ouf, enfin. Pas facile, mais il faut faire avec. Allez, Clémence Cole sourit. Elle est passée aussi au scanner. Le pistolet est passé par là. Et nous poursuivons notre aventure. Et la France nous intéresse toujours, mais également avec sa Ligue 1. Le Paris Saint-Germain tient son protocole en cas de reprise. Dans une revue médicale spécialisée, les médecins parisiens ont donc publié une étude sur la façon dont devra donc se dérouler le retour à l'entraînement. C'est un document émanant de Cristiano Iral, le responsable du service médical du Paris Saint-Germain, en concertation notamment avec Christophe Baudot, le médecin de l'équipe professionnelle, Gérard Sagnant, chirurgien orthopédiste et conseil auprès donc du club, et Hakim Chalabi, le directeur général adjoint de la clinique Asperta à Doha, mais aussi de tout le domaine médical du Paris Saint-Germain, dans lesquelles pages publiées dans la revue médicale polonaise Biology of Sport sous le titre de recommandations médicales pour la formation des footballeurs confinés donc à domicile pendant la pandémie du Covid-19, des preuves à l'application pratique. Les médecins parisiens évoquent le processus de reprise de l'entraînement après donc confinement. C'est comme quoi ailleurs dans le monde, l'on pense déjà à la reprise des activités. Allez, mesdames, messieurs, nous poursuivons notre parcours et nous sommes justement avec la Fédération française de football qui a donc décidé de ne pas rouvrir les centres de formation en France pour cette saison. Il faudra donc attendre la saison à venir. L'information a été communiquée jeudi sur cette fermeture jusqu'à donc la fin de la saison pour ce qui concerne donc les centres de pré-formation en raison donc du Covid-19. Allez, comme quoi en France, l'on tient compte des tout petits, il faut donc les protéger. Ce sont donc 25 structures de formation et 36 clubs professionnels disposant par ailleurs d'un centre de formation agréé par la direction technique nationale qui existe au sein de la Fédération française de football. Et puis en Angleterre déjà, l'on est en train de se demander si justement les deux équipes Atlanta, sinon les deux matchs Atlanta-Valence et aussi l'opposition Liverpool n'a pas donc laissé de traces. Et ici donc après donc la rencontre Atlanta-Valence, c'est le duel entre donc Liverpool et l'Atlético qui est dans le viseur dans le cadre donc de la transmission du Covid-19. Le maire de la métropole de Liverpool, Steve Rotherham, a donc réclamé hier une enquête sur le rôle qu'a joué le huitième de finale retour de la Ligue des Champions le 11 mars entre Liverpool et l'Atlético Madrid sur la diffusion du coronavirus dans sa ville. Le match s'était déroulé dans un stade d'Anfield Road plein avec 52 000 spectateurs dont 3 000 Espagnols, alors que dans le même temps la Liga, l'organisme de gestion du football professionnel espagnol, avait décrété que les matchs devraient donc se dérouler à huis clos lundi. La conseillère spécifique adjointe du gouvernement britannique, Angela McLean, avait donc qualifié d'hypothèse intéressante l'idée que le match ait donc provoqué des contaminations, comme quoi, messieurs, quand vous outrepassez les règles, vous pouvez être épinglé à tout moment. Et puis en Italie, la fédération veut donc repousser la fin de sa saison au 2 août. La fédération italienne a donc dit son intention de repousser la fin de la saison du 30 juin au 2 août afin donc de laisser le championnat de Série A pouvoir donc aller à son terme. Et mardi, l'ensemble des clubs de cette compétition s'était donc prononcé en faveur d'une reprise de ce championnat, une volonté désormais dépendante donc des décisions du gouvernement italien. La fédération partage cette volonté et les clubs espèrent donc être autorisés à reprendre les entraînements à partir du 4 mai. Attendons donc de voir. Allez, messieurs et dames, on a donc fini avec l'espace Foot Inter, direction la zone mix pour justement savoir ce matin
quel est donc votre avis sur la question de l'insertion donc des petites et moyennes entreprises dans notre sport à partir donc de la politique de professionnalisation? Est-ce que justement cela pourrait être donc bénéfique à nos fédérations? Comment doit-on procéder? C'est à vous de nous le dire au 20 21 44 48 20 24 27 87. Zone mixte, le mini débat. Nous sommes à l'intérieur du pays pour ouvrir justement cet espace de zone mixte. Biancouma avec Denis Tiagbe, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous sommes très heureux en tout cas de vous savoir. Très fringant ce matin. Dites-nous, monsieur Denis Tiagbe, quel est votre avis sur la question? Je pense que pour que ces fabricants locaux deviennent des PME, il va falloir une reconversion, n'est-ce pas, de mentalité au niveau des instances dirigeantes. Par exemple, la FIP, parce que quand on voit les éléphants jouer, on se rend compte que l'équipementier est tout sauf africain. Donc, c'est une simple question de reconversion de mentalité, parce que même parlant des chaussures, on a des chaussures de football, on a des cordonniers à Djamé qui sont capables d'en fabriquer des chaussures de football. Et même des couturiers de Pougon qui peuvent vous sortir des jeux de maillot, en tout cas attirants. Seulement, nous avons coutume ici de penser que tout ce qui vient de l'Occident est le meilleur. C'est le problème de mentalité. Justement, M. Denis Tiagbe, aujourd'hui, l'on est tenté de se poser la question suivante. Est-ce que ces entreprises dont vous parlez ont des agréments pour donc exercer? Et justement, si ces entreprises-là ont des agréments pour exercer, quelle politique du ministère en faveur donc de ces petites et moyennes entreprises du sport pour que l'on puisse, comme c'est fait avec les firmes de tabac pour la parafiscalité, les fédérations puissent aussi bénéficier d'un train provenant donc de ces petites et moyennes entreprises qui fabriquent, vous l'avez dit, certains produits pour le sport? Justement, c'est une question de volonté politique. Vous savez déjà qu'au Maroc, on a des entreprises qui ont été subventionnées par l'État et qui produisent vraiment des articles de sport. On peut en faire autant en Côte d'Ivoire. Une volonté étatique de soutenir ces petits producteurs, de sorte qu'ils deviennent, qu'ils aient des agréments. Si on a pu procéder à la parafiscalité concernant les clubs de football, par exemple, on peut le faire avec ces entreprises-là, ces petites entreprises-là, pour qu'elles puissent émerger. C'est une question de volonté politique, à mon avis. D'accord. On espère simplement que le ministère des Sports, qui a donc indiqué que ces petites et moyennes entreprises bénéficient donc de certaines mesures, trouvera donc la parade pour que les fédérations sportives qui ont besoin de moyens puissent aussi tirer profit, et non seulement sur l'aspect financier de ces entreprises, mais aussi au niveau même du matériel, puissent en bénéficier. Merci à vous, monsieur Denis Tiagbe, depuis Biancouma, et très bonne journée. Nous sommes à Grand Zatri. Monsieur Mathurin Yokozua, bonjour. Bonjour, c'est Fernand Kwaku, non? Je suis Fernand Kwaku. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le sujet est important parce que de toutes les façons, il faut que les fédérations soient gérées et il faut que c'est les moyens, c'est une façon de trouver les moyens. Mais en ce qui nous concerne, vous nous donnez des informations, nous, comme ça. Ça, ce sont des sujets, vous nous avez donné l'information, François Kwaku. Donc, je vous remercie pour cet effort. Mais en réalité, c'est pour que les fédérations, toutes les fédérations confondues, football, handball, basketball, tout ça là, pour qu'ils puissent vivre, je crois que c'est ça. Absolument. Voilà. Mais les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Ne vous en faites surtout pas. Il y a d'autres cadres pour lesquels... Ne vous en faites surtout pas. C'est trop dur. D'accord. Donc, moi, je me souviens pour qu'on en parle. Je voulais juste faire une petite incursion dans ce carnaval-là. Monsieur Mathurin,
Ouais, Monsieur si Mathurin. Hein. Oui, le moment venu, nous en parlerons sur cette plateforme. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Et donc, souffrez que ça se fasse une autre fois. Merci à vous depuis donc Grand Zatri. Nous sommes à Thiébissou. Désiré Kwasi, bonjour. Oui, bonjour mon frère Ferrand. Nous vous écoutons. Oui, je crois qu'on parle des équipements, c'est ça? Oui. Okay. Nous parlons donc des petites et moyennes entreprises du sport. Le ministère des Sports a évoqué récemment que ces petites et moyennes entreprises bénéficient donc de certaines mesures. Et si c'est le cas, dites-nous, est-ce qu'on peut considérer M. X qui a sa petite structure à Djamé qui fabrique des maillots ou bien des paires de chaussures comme une petite et moyenne entreprise du sport? Et si c'est le cas, est-ce que cette structure a un agrément pour fonctionner en tant que telle? Et est-ce que les fédérations peuvent bénéficier d'intrants qui donc concernent leur production? Oui, je crois qu'il faut faire confiance aux locaux. Ils peuvent également, ils vont un peu arriver à atteindre peut-être la dimension internationale. Mais dans un premier temps comme ça, c'est difficile, c'est très difficile de leur faire confiance. Mais dans tous les cas, je crois que si la décision est prise, de façon locale, on a la bonne peine, ils peuvent essayer de faire quelque chose. D'accord, on espère simplement que l'on vous a bien compris et que on essaiera donc d'aller chercher de ce côté-là à mettre en place une politique qui devra donc profiter aux fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Monsieur Marius Adjei, il est à Bouna, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Oui, nous vous écoutons. Oui. Bon, par rapport au sujet, moi, ça sera bénéfique pour nos clubs et puis pour nos fédérations. Ça serait la bienvenue parce que ça va nous aider. Mais je voudrais que la fédération soit en relation étroite avec ces entreprises-là. Où chaque club doit avoir aussi son entreprise qui va faire le confectionnement du matériel sportif. Et là, vraiment, ça pourrait nous aider, ça pourrait aider les clubs. Et aussi, le ministère du Sport doit être aussi en relation avec ces entreprises-là. Il faut que chaque entreprise, chaque équipe, chaque club ait son entreprise qui confectionne le matériel sportif. D'accord. Merci à vous, monsieur Marius Adjei. On vous a bien compris. En tout cas, on espère simplement que votre proposition permettra aussi aux fédérations d'avoir des idées. Et puis peut-être que avec le ministère des Sports, on arrivera donc à trouver la parade pour que ces petites ces petites entreprises mises sur le pied par les fédérations, si elles le désirent d'ailleurs, puissent donc prendre forme et puis devenir véritablement des PME. Allez, merci donc à vous. Très bonne journée. On va donc tenter d'aller chez nos consultants, mais pour l'instant, les internautes également sont bel et bien présents. Ils ont encore réagi sur notre page Facebook pour ce sujet. Allons donc lire quelques messages de ces auditeurs pour justement savoir qu'ils ont réagi. Monsieur Sanskoul Damarcia nous dit, je pense que cela soit une vitrine pour rendre donc le sport professionnel, car ce sont des partenaires gagnant-gagnant, mais il convient aux différents acteurs du sport de tisser donc les liens d'équipement fiables. Bon. Et puis, monsieur Conan Guillaume Dier, lui, nous dit ceci. Je pense que la Côte d'Ivoire a donc atteint un certain niveau où l'ensemble des activités productrices et de biens et de services ne doivent échapper donc au regard ou à la régulation de l'État. Le sport ivoirien doit être professionnalisé maintenant, d'où tout ce qui donc concourt à rendre cette activité praticable doit être aussi professionnalisé. Et puis monsieur Bertin Tolalou nous dit, il va donc falloir mettre en place une vraie politique sportive dans notre pays pour que tous ces acteurs bénéficient des retombées. Monsieur Bakary Bamba, lui, nous dit ceci, pour être donc de grandes entreprises, ces professionnels du sport doivent mettre beaucoup de moyens afin donc de booster leur image à travers leur partenariat avec les équipes sportives. Ça doit être donc des partenariats gagnant-gagnant. Merci donc à vous. Et puis, monsieur Bosson Assérémy nous dit, il faut que ces PME aident financièrement les sportifs en général et plus particulièrement les clubs. La voie royale pour donc atteindre le professionnalisme
professionnalisme et l'organisation des fédérations, le renforcement des structures et le sponsoring. Monsieur Servet, apôtre Mambé Lunidi, à mon avis, pour professionnaliser le sport ivoirien, il faut faire la part des choses en dissociant le sport à la politique, et puis il faut que la fédération ait donc un œil regardant dans les PME. Allez, merci donc à vous, messieurs, d'avoir participé à ce moment de change. Nous sommes avec nos consultants. Oussou Israël, bonjour. Bonjour, Fernand. Allez, je suis allé demander bonjour. Bonjour, Fernand. Nous commençons par Oussou Israël. Dites-nous, coach, quand vous entendez parler donc de petites et moyennes entreprises du sport pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer les petites structures qui se font ça et là à Djamé ou à Treichville comme des PME? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous préconisez pour que leur action profite aux fédérations sportives de notre pays? Je suis un peu perplexe parce que je dis que si on doit parler de professionnalisation et parler de ces PME, je pense qu'il faut bien spécifier les choses, parce que on parle de PME, de production de matériel sportif. Oui. Mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas écho qu'il y ait vraiment une PME qui est vraiment qui est vraiment le matériel nécessaire pour produire du matériel sportif. Je sais seulement que on a des structures qui à Djamé, comme vous le dites, là, qui exportent du matériel qui revendent ici aux clubs et autres. Donc c'est pour ça que je reste un peu perplexe. Il faut bien voir, il faut bien se renseigner, voir exactement est-ce que ce sont des véritables structures qui produisent du matériel sportif. Il faut bien voir ça avant de vraiment s'engager à financer quoi que ce soit. Et ça donc c'est justement adressé au ministère des Sports qui a donc indiqué cela, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. D'accord. Chalio? Oui, sur la question, quelle est votre réaction? Écoutez, je pense que là, on pose ce matin la problématique même de l'économie du sport, la digitalisation du sport. Oui. C'est une vraie question, c'est une très vraie question, et c'est aujourd'hui là le véritable, c'est l'enjeu capital aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que les fédérations puissent se professionnaliser. Il faudrait que le sport en Côte d'Ivoire puisse se professionnaliser. Il faudrait une organisation solide, des cahiers de charges pour toutes les fédérations, toutes les clubs qui évoluent, pas seulement dans le football, au basketball, au volleyball. Parce que aujourd'hui, il faut pouvoir atteindre ce stade-là. Mais moi, je pense qu'il faut aussi l'appui gouvernemental. Au niveau des taxes qui seront au niveau des impôts, il faut que la loi qui a été prise, il faut que cette loi soit réellement appliquée. La loi sur le sport, il faut qu'elle soit appliquée, parce que la loi sur le sport, c'est vrai, c'est sur papier, mais est-ce qu'il y a un fonds pour soutenir cette loi sur le sport-là, afin de booster cette professionnalisation du sport? Ce sont des vraies questions, parce que là, tu vois, la situation aujourd'hui économique, financière de certaines fédérations, tu te dis, mais attention, le sport en Côte d'Ivoire est en danger, même au niveau du football, quand vous voyez tout ce qui doit être fait au niveau de l'application des cahiers des charges pour que les clubs là soient plus professionnels, mieux organisés, mieux structurés. Voilà pourquoi aujourd'hui au football on parle de changement, parce que pendant des années, les gens qui dirigent aujourd'hui n'ont rien fait. Ils étaient incapables de mettre même en place un cahier des charges pour booster les clubs, incapables de mettre en place un cahier des charges. Ça, c'est vraiment incroyable. Moi, je pense aujourd'hui, il y a une économie autour du sport. Il y a un vrai business autour du sport. Mais tant qu'on sera dans l'amateurisme, dans le bricolage, on ne va pas avancer. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous allez, je prends un exemple, tu es en Égypte, tu as fait un tour au quartier Zamalek,
le quartier Zamalek, c'est un quartier, tu le sais, Fernand. Absolument. Où le club Zamalek, c'est le quartier du club Zamalek. Dispose pratiquement de tout. Quand vous vous promenez, vous allez voir la boutique du Zamalek, tout le business qui est autour de ce club-là. Ils engagent des millions de francs CFA. Vous allez au côté de Al-Ali, c'est la même chose. Mais chez nous, rien de cela. Vous prenez uniquement que la discipline, le handball au niveau de Al-Ali. On a vu ici, ils sont venus participer à la Coupe d'Afrique. Mais le budget seulement de la section handball de Al-Ali est plus élevé que le budget même d'un club de football en Côte d'Ivoire. Du fonctionnement de la Fédération ivoirienne de football. Mais parce que là-bas, il y a une économie, il y a un business autour du sport, il y a une industrie autour du sport, mais malheureusement, c'est pas nous. Ici, c'est pas le cas. Ceux qui dirigent le sport, ceux qui dirigent le football, ceux qui les intéressent, c'est leur argent. Ils n'aiment pas le sport, mais ils aiment l'argent du sport. Alors, Choualio, vous permettez qu'on s'adresse à nouveau à notre entraîneur, coach Oussou-Israël. Coach, dites-nous, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut même pas peut-être aller vers ces grosses firmes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont donc des grands équipementiers et autres acteurs donc du monde du sport. Mais pour ces petites structures qui naissent ici à Abidjan, ça et là, dont on ne maîtrise rien, dites-nous, est-ce qu'il ne faut pas procéder désormais à un recensement réel de ces structures-là qui, justement, profitent des équipes et des fédérations pour s'enrichir alors qu'elles n'apportent rien justement à l'économie ivoirienne? Exactement. C'est ce qu'il faudrait faire dans un premier temps. Et puis derrière, je dis que honnêtement, c'est un peu mal placé de vouloir dire qu'on va financer ces trucs, ces PME, PMI là, parce que je pense qu'il faudrait d'abord, comme on le dit, si on parle de professionnalisation du sport, il faudrait d'abord commencer déjà à la base, comme le grand frère l'a dit, il faut déjà commencer avec les clubs et consorts qui constituent véritablement les premiers acteurs du sport, et ensuite voir recenser, comme vous le dites là, ces PME là, pour savoir exactement qu'est-ce qu'elles font. Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment liées à l'évolution de ces structures sportives, et puis voir dans quelle mesure maintenant financer pour aider les différentes structures, notamment fédérations et clubs, à en bénéficier. Merci coach Oussou-Israël, merci également à Choualio. En tout cas, au niveau du ministère des Sports, messieurs, il y a beaucoup à faire. Il faut déjà procéder à un recensement de toutes ces structures, les canaliser pour justement leur dire quelles sont peut-être des PME, en leur permettant aussi d'avoir un agrément réel. Et puis, il faut donc qu'on leur définisse une politique de fonctionnement en faveur donc des fédérations sportives ici en Côte d'Ivoire. Merci donc d'avoir participé à ce moment d'échange, tout en vous précisant simplement qu'en Égypte, en tout cas, l'État met donc à disposition des clubs des moyens remboursables à partir donc de 10 années. Et ces clubs-là ne remboursent que 40% de ce qui leur a été donné. On peut donner peut-être 1 ou 2 milliards à chaque club. Et puis bon, vous travaillez, vous créez des structures pour choses. Allez, merci. On se retrouve lundi. Ciao. D'ici là, portez-vous bien.